Le cœur net. On y est. Donc bonjour tout le monde, ça y est, les personnes arrivent tout doucement. Salut à tous. Ouais, les gens arrivent tranquillement, il est 18 h. Là, je suis ponctuelle. Moi aussi, hein, on a tout fait pour être au max à l'heure. Ouais, parfait. Ouais, j'expliquais que c'est pas simple de parler de sujets parce que en tant que médecin, on est beaucoup dans l'injonction en fait et on est là, faites ci, faites ça, il faut se faire opérer, machin. En fait, c'est surtout une question aussi de bien-être, que la personne elle ait pas les conséquences de l'obésité, qu'elle souffre pas en fait, soit pour des problèmes articulaires, des Bien douleurs sûr. ou C'est, d'image c'est, même, hein, si elle est pas bien. ouais. C'est vrai que c'est hyper compliqué d'en parler et d'avoir un discours qui va être adapté à la majorité. Parce que déjà, il y a plusieurs choses qui font que notre discours est parfois un peu dur à entendre et même pour nous, c'est difficile de nous adapter parfois à certaines situations dans l'obésité. Déjà parce qu'on n'a pas le même vécu de l'obésité que la personne qu'on a devant nous. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer que nous, en tant que médecin, on doit se rappeler à chaque fois et se mettre un maximum à la place du patient qu'on a en face pour essayer de trouver la chose la plus juste et les mots les plus justes. Et la Mhm. deuxième chose, c'est que on n'est pas spécialement formé pour parler avec les patients de ces problèmes-là. Donc, on apprend un peu sur le tas. Je dis ça parce que comme je suis interne, je suis en pleine formation. Donc, voilà, c'est pour dire aux gens que bah, on est formé sur énormément de choses, sur la partie très technique, la partie théorique. Et il y a des sujets sur lesquels, quand il s'agit du relationnel et des choses un peu qui touchent au quotidien de la personne, des fois, on est peut-être un peu moins tatillon quand on aborde des choses. Donc voilà, je m'excuse s'il y a des fois où dans la vidéo ça risque d'être un tout petit peu cru. Je vais tout faire pour m'adapter, avoir un discours correct. Mais voilà, c'est juste pour vous rappeler ça. Et voilà, et comme disait Laure, bah, l'obésité c'est assez compliqué parce qu'on atteint vraiment au quotidien de la personne, quoi, en fait. Ouais. On n'est pas dans un médicament qu'on donne et qu'on guérit la chose et qu'on essaie de faire avancer les choses. Et voilà, il faut essayer de prendre tout dans sa globalité. Voilà, c'était ma petite intro un peu longue, mais Non, c'était non, qui est chouette, mais c'est bien, c'est un message important à faire passer. Du coup, j'avais un petit peu parlé du plan, disant qu'on allait un ouais. petit peu, surtout, bon, on va commencer par ça, discuter des indications en fait, parce qu'on parle de Mhm. chirurgie. C'est évident qu'on ne va pas faire une chirurgie pour mincir une personne qui a 2-3 kilos en plus. Mhm. C'est vraiment des indications précises. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ouais, donc comme tu le dis Laure, effectivement, faut considérer que la chirurgie de l'obésité, faut le prendre un peu. J'ai essayé de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait présenter les choses. Faut le prendre un peu comme une sorte de médicament. Quand on donne un médicament à un patient, on donne pas des médicaments pour aller un petit peu mieux. On donne parce qu'il y a des indications qui sont assez précises. Donc il y a des cases entre guillemets à cocher pour pouvoir accéder aux médicaments en question. Donc pour l'obésité, la chirurgie de l'obésité et du surpoids, c'est un peu la même chose. Il y a des critères qui ont été définis par l'HAS. Ces critères-là, en fait, ils ont été basés sur des études qui ont été faites pour proposer aux patients le meilleur traitement, la meilleure chirurgie, la plus adaptée à son cas. Donc, il y a des critères. Les critères, il faut avoir, comme tu as fait ta petite vidéo que j'ai vue sur les classes un petit peu d'obésité, de surpoids, etc. Il y a un critère de poids qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un IMC soit supérieur à 40. Donc, un IMC supérieur à 40, je rappelle, c'est une catégorie, hein, ça a été établi comme ça, c'est une catégorie d'obésité morbide. Donc, il faut avoir soit un IMC supérieur à 40 pour déjà pouvoir potentiellement bénéficier de la chirurgie, soit un IMC supérieur à 35 avec des comorbidités. Alors, comorbidité, c'est un terme qui peut faire un peu peur. Grosso modo, une comorbidité, c'est des maladies qui sont associées et qui sont dues à l'obésité. D'accord? Donc, pour en prendre un exemple tout bête, bah voilà, une personne qui a un IMC qui a 38, donc elle est supérieure à 35 mais inférieure à 40. Pour pouvoir bénéficier de la chirurgie, il faut qu'elle ait une comorbidité, donc soit par exemple du diabète, qui est susceptible de s'améliorer après la perte de poids, des arthralgies, des douleurs articulaires, beaucoup d'arthrose, des choses qui sont invalidantes, de l'apnée du sommeil, enfin voilà. Toutes ces choses-là sont susceptibles d'être améliorées par la prise en charge de l'obésité. Et donc, ça permet aux gens de rentrer dans cette catégorie et de potentiellement bénéficier de la chirurgie. Il y a aussi d'autres critères, ça c'était le critère vraiment stricto sensus poids et voilà. Il y a d'autres critères qui sont que bah, avant de proposer quelque chose qui est potentiellement invasif à nos patients, il faut s'assurer qu'il y a eu d'autres choses un peu plus soft qui aient été essayées chez les patients pour pas opérer et proposer des choses un peu par excès. Donc il faut que le patient entre dans un programme un peu de prise en charge de l'obésité, qu'il soit suivi par une diététicienne, une nutritionniste, etc et qu'il ait essayé pendant 6 mois. Voilà, c'est un peu une période qu'on met un peu arbitrairement, mais on se dit que
pendant 6 mois, il faut qu'il ait essayé de perdre un petit peu de poids par ses propres moyens et par ce que lui peut fournir au maximum. D'accord? Ça, c'est une chose. Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'anesthésie, à la chirurgie. Ça, c'est des trucs qui sont évalués par les anesthésistes et par les chirurgiens. Et il y a un nouveau concept qui est sorti dans les textes en 2009 en France. Il faut que le dossier du patient soit présenté en RCP. Voilà. C'est les critères un peu standards pour l'obésité. Donc, si on Alors, résume. une RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, c'est vrai que c'est des termes qui, à l'hôpital, sont utilisés mais quasiment tous les jours, en fait, hein, souvent en cancérologie, Ouais. mais aussi dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux me dire, du coup, comment ça se passe concrètement? T'en fais peut-être partie de temps en temps. Ouais, alors RCP, comme tu l'as très bien dit, réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour faire très très simple, c'est des réunions qui sont organisées avec plusieurs professionnels de santé. Chacun a sa spécificité et a des compétences un peu poussées dans son domaine. On se réunit autour d'une table et on discute du dossier de chacun des patients. Euh, on retrouve ça, comme tu l'as dit, par exemple, dans la prise en charge cancérologique, les patients qui ont des cancers. Mm. Tous les dossiers sont discutés pour pas que ce soit un médecin dans son coin qui décide du traitement attribué au patient. Donc, par exemple, dans la chirurgie de l'obésité, les RCP, il y a obligatoirement le chirurgien qui va opérer, un spécialiste de l'obésité, que ce soit un nutritionniste ou une diététicienne, un psychiatre ou un psychologue, ça c'est laissé un peu au choix, et un coordonnateur qui est référent pour le patient. Parce qu'en effet, le patient, il va pas se retourner une fois vers son chirurgien pour poser une question, une fois vers la diète, une fois vers le psychologue. Voilà, c'est lui qui va vraiment centraliser les informations et qui va être le référent du patient. Et c'est une fois ce staff réalisé, avec tous ces professionnels-là, qu'on décide quelle est la chirurgie la plus adaptée au patient et quelle est la prise en charge la plus adaptée. Tout ça pour, encore une fois, permettre au patient d'avoir le meilleur traitement, le plus adapté à sa situation. Et du coup, concrètement, le coordinateur va en parler au patient. Et ensuite, évidemment, c'est le patient qui décide. Il est toujours Alors, ouais, libre bien sûr. de choisir ou non s'il veut être opéré. Après, Bien sûr. Il y a un principe qui est applicable partout en médecine, c'est nous, on propose au patient et c'est le patient qui dispose. On n'est jamais là pour forcer la main au patient, pour lui dire il faut absolument faire ça, ou alors au contraire, ne faites absolument pas ça. On sait qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui va être néfaste au patient. Ça, nous, on a l'expertise et on sait que bah voilà, si vous voulez avoir ça, il faut surtout pas faire ça parce que ça va mal se passer. Voilà, ça c'est des choses que nous, on a l'expertise pour le dire. Mais après, tout le reste c'est libre au choix au patient. Si un patient veut se rétracter la veille de sa chirurgie parce que finalement, il veut pas, il a trop peur, il a réalisé d'autres choses, etc., on respecte à 1000% et c'est pas parce qu'on se rétracte une fois qu'on peut pas revenir une deuxième fois, etc. C'est vraiment le principe de l'autonomie, c'est le patient qui décide de A à Z, on est là pour lui apporter notre expertise et c'est lui qui choisit ce qui est plus adapté pour lui, quoi. Voilà. Et du coup, à cette RCP obésité-là, on établit aussi un peu la checklist avant d'arriver jusqu'à la chirurgie. Donc, il faut faire plusieurs examens avant d'arriver à la chirurgie, hein. Je rappelle que c'est pas, on se lève un matin, on a l'IMC qui est pour et on passe le lendemain au bloc opératoire. Il y a vraiment tout un parcours, entre guillemets, le parcours obésité et chirurgie de l'obésité, qui est de mieux en mieux établi et précis pour vraiment éviter de faire un peu tout et n'importe quoi comme ce qu'on pouvait faire il y a des années, quoi. ouais, c'est important ça parce que faut vraiment prendre en compte cette opération comme quelque chose qui fait partie d'une longue histoire. Il y a l'histoire du Ouais, patient avant qui peut traîner un surpoids puis une obésité depuis des années. C'est souvent le cas en fait, hein. C'est rarement du jour au lendemain en ouais, claquant des doigts. Et puis après, on en parlera après avec les opérations, mais il y a aussi toute l'histoire qui suit, quoi. Enfin, quand tu as perdu des kilos et des kilos du jour au lendemain, c'est aussi un parcours psychologique, bien sûr. familial, La famille, d'organisation interne. ne serait-ce que de perdre beaucoup rapidement, alors qu'on a eu beaucoup d'échecs auparavant, si on arrivait jusque-là, il y a toute une image de soi qu'il faut se reconstruire. Et je pense que ce parcours-là, avec tous les examens, la petite checklist à faire, permet de vraiment réaliser dans quoi on s'engage, pourquoi on le fait aussi. C'est hyper important de savoir pourquoi on fait quelque chose Mm. et de se préparer indirectement parce que voilà, quand on passe 4 jours à l'hôpital pour faire toute la checklist, faire des fibroscopies, faire des examens, faire tout ça, bah on se pose pas mal de questions parce que là on se dit c'est bientôt moi qui vais passer, qui va être opéré, etc. Et ça permet de se faire toute une image et puis d'avancer, de vraiment s'approprier la chirurgie comme étant ancienne, quoi. Je pense que Ouais, c'est ouais. important. Ouais. Ce cheminement qui est assez long en fait finalement. N'oubliez pas, hydratez-vous. Bien s'hydrater, ne pas fumer, enfin tout ce qui va Bien avec en sûr. plus.
Bien sûr. Après, encore une fois, tu dis ne pas fumer, je te reprends parce que voilà, tout est discutable et tout est adaptable au patient. En fait, on va jamais, je pense, exiger un patient qui passe du noir au blanc. On est vraiment dans un continuum et dans une progression ensemble. On avance vraiment la main dans la main. C'est comme moi, en tant qu'interne en gastro, je prends souvent en charge des dénutritions, donc des patients qui sont dénutris à cause de maladies, etc. On ne demande jamais aux patients de prendre 30 kilos du jour au lendemain parce qu'il faut qu'ils se renutrisent, etc. C'est vraiment quelque chose de progressif, d'accompagnement, et on est là pour avancer ensemble, la main dans la main, et c'est ça ce qui fait que la chirurgie va être un vrai bénéfice pour le patient et qu'il y aura un succès de cette chirurgie derrière. Et justement, du coup, il y a, on entend pas mal de noms de chirurgie, des sleeves, des bypass, des anneaux gastriques, on Ouais. entend beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que, enfin, c'était ce qu'on s'était dit éventuellement, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour nous expliquer comment ça se passe en fait, comment ce qu'on fait au bloc et Ouais. pour une Alors, je peux meilleure essayer de compréhension. vous. Alors, je vous avoue, hein, on va tout vous dire. Je m'introduis pas chirurgien comme ça du jour au lendemain. J'ai pas mal relu un petit peu les différentes opérations. Je vais vous en présenter deux. Je pense que c'est les deux qui ont été ceux qu'on connaît le plus dans le grand public. Il y a l'anneau gastrique, ça c'est le premier, et le bypass gastrique. Alors, je vais essayer de faire un truc. J'ai fait une petite installation un peu bancale pour essayer de vous dessiner en même temps pour vous montrer ce qu'on fait, comment ça se passe. Donc voilà, si ça tombe, c'est pas. Soyez indulgents. J'essaie de vous faire. Pas de souci. Alors, hop, hop. Yes. Alors, je sais Oh, pas. c'est beau. Est-ce que ça marche? Waouh. Ah, ça bouge un Trop bien. peu. Regardez. Ça bouge plus. Alors, vous allez être indulgents parce que j'ai bossé un peu tout l'après-midi. Non, je rigole. Donc, si on reprend un peu l'anatomie de base, on a tout en haut, on a la bouche avec les dents. D'accord? Alors, je sais pas si c'est assez grand ou pas. J'essaie de dessiner un peu grand. Non, on voit très bien. Donc, c'est une personne de profil. Voilà, donc deux C'est bon. profils. Là, on a la bouche, là, on a les yeux, hop, et là, on a les cheveux. Elle fait un peu peur, mais c'est pas grave. Là, c'est l'œsophage. Donc, quand on mange, ça va dans la bouche, ça descend dans l'œsophage, et ensuite, ça arrive dans l'estomac. Donc, l'estomac, grosso modo, c'est une poche qui est comme ça, hop, et ensuite, ça va dans la suite du tube digestif. Donc, on va parler de l'anneau gastrique. L'anneau gastrique, c'est une technique qui est restrictive, c'est-à-dire qu'on va diminuer la contenance de l'estomac pour faire en sorte que on mange un peu moins. D'accord? Comment ça se passe? On va prendre l'anneau. Donc, l'anneau, ça porte son nom parce que ça a vraiment une forme d'anneau. C'est une sorte de lasso qui va entourer l'estomac. Hop, avec un petit boîtier qui est relié sous la peau. D'accord? Ce boîtier permet de contrôler, si vous voulez, le degré à combien est-ce qu'on veut resserrer notre estomac. D'accord? Donc, quand on va serrer l'estomac, donc l'estomac, il aura plus cette tête-là, mais il aura une tête un peu comme ça. Hop, hop, et hop. Et là, on a l'anneau qui resserre notre estomac. Ouais, je sais pas si on voit bien. Si, on voit très bien, très bien, très bien. Donc là, ça coupe l'estomac en deux. Donc quand on va manger, en fait, c'est le même principe qu'un sablier. C'est-à-dire que la nourriture va tomber dans la petite poche qu'on aura fabriquée dans notre estomac, et petit à petit, les aliments vont s'écouler dans la suite du parcours digestif habituel. Et donc, en faisant ça, en fait, on a une sensation de satiété précoce, c'est-à-dire qu'on va manger, et d'un coup, on va plus avoir faim parce que finalement, notre petit estomac, il est complètement rempli. Et petit à petit, eh ben, les choses vont reprendre leur rythme et on va continuer à digérer. On peut faire varier à combien est-ce qu'on veut resserrer notre estomac grâce au petit boîtier qui se trouve sous la peau. Et voilà. Donc ça, c'est la technique de l'anneau gastrique. L'avantage, je vais vous faire une petite liste avantages, inconvénients très très bref, comme ça vous avez un peu des grosses idées de cette chirurgie-là. Alors, il faut savoir qu'avec un anneau gastrique, une personne qui a un IMC qui a 40 et qui pèse et qui mesure 1,70 m perd environ 20-30 kilos sur 10 ans. Ça, c'est la perte qu'on peut espérer avec un anneau gastrique. D'accord? C'est une opération qui se fait qui dure environ 1 heure. Donc, c'est 1 heure d'intervention. Les principales grosses complications de l'anneau gastrique, c'est la perforation. Il peut arriver que l'anneau, d'un coup, quand vous le serrez un peu trop à votre estomac et que ça fait des années que vous l'avez, il fait un trou dans l'estomac. En faisant un trou dans l'estomac, il y a tous les risques que ça engendre. Ça peut faire une infection dans tout le ventre, etc. L'anneau peut glisser, il peut se déplacer, par exemple, au niveau de l'œsophage. Et donc, en glissant, vous avez votre œsophage qui est fermé, qui se referme, et puis vous êtes en occlusion, vous n'arrivez plus à manger. C'est des complications qui sont rares, mais qui arrivent.
Et voilà, et puis après, il peut avoir des pathologies de l'œsophage secondaires à l'anneau, mais bon, ça, c'est des trucs un peu rares, un peu anecdotiques. Ce qu'il faut retenir sur l'anneau, c'est que on est hospitalisé 1 à 2 jours pour le poser. On perd environ 40 à 60% de l'excès du poids. Et voilà. Et il n'y a pas de médicaments à prendre en plus de l'anneau parce que on joue pas du tout sur l'absorption des nutriments. On va pas jouer sur le fait que notre corps absorbe pas les graisses. On joue vraiment sur la quantité qu'on est capable d'ingérer. On Ouais. supprime pas de partie d'estomac, on supprime rien. Du coup, Non, finalement, le corps continue à fonctionner normalement. C'est juste qu'il est un peu c'est ça. perturbé. C'est ça. Le corps continue normalement, juste que la capacité gastrique, finalement, est moindre. On Donc ça, réduit. c'est pour l'anneau. Voilà. Il faut savoir que l'anneau on l'utilise vraiment de moins en moins. Euh, il y a plus de sleeves actuellement, plus de choses comme ça. On utilise moins l'anneau. Alors, je vais vous prendre une autre feuille pour vous parler maintenant du bypass. Donc ça, c'était pour l'anneau. Donc l'anneau, technique restrictive, c'est ce qu'il faut retenir. Je refais mon petit schéma. Hop, je deviens un expert en schéma. Parfait. Donc notre estomac qui est là, qui descend et qui continue sa route. D'accord? Donc on a notre bouche qui est là, hop, l'œsophage, ça descend, ça part dans l'estomac et ensuite ça continue sa route vers le reste du tube digestif. D'accord? Donc dans le bypass, il y a 2 choses qui sont cumulées. On va premièrement couper une partie de l'estomac. Donc là, cette partie-là de l'estomac est supprimée. Donc on a une part restrictive, c'est-à-dire que on diminue la capacité totale de l'estomac, donc on va manger moins, on va être capable de beaucoup moins manger. Et secondement, on va court-circuiter le tube digestif, c'est-à-dire que les aliments arrivent par là, arrivés en bas de l'estomac, ça s'arrête, et on va relier notre estomac à la fin du tube digestif. Donc je vais vous faire je sais pas comment m'organiser, hop, on va le faire là. En gros, normalement, on a bouche, œsophage, estomac, l'intestin grêle qui fait 7 mètres, grosso modo, et ensuite on a le côlon qui fait son cadre, et les aliments ressortent à la fin. D'accord? Ce qu'on fait quand on fait un bypass, c'est qu'on prend l'estomac et on va l'aboucher directement juste avant le côlon. Donc on supprime les 7 mètres d'intestin grêle dans le parcours des aliments. En supprimant ce parcours-là, on va faire ce qu'on appelle une malabsorption, c'est-à-dire que les aliments ne vont pas être digérés sur les 7 mètres et vont arriver directement très peu digérés dans le côlon. Donc quand les aliments arrivent peu digérés dans le côlon n'est pas capable, c'est pas son rôle de métaboliser ces aliments-là qui sont très peu digérés, et donc en fait va moins absorber ce qu'ils contiennent et va les faire directement ressortir. Donc le bypass, on cumule 2 techniques, à la fois une technique restrictive, parce qu'on enlève une partie de l'estomac, et à la fois on chante, on court-circuite, donc on fait de la malabsorption. Les conséquences de la malabsorption sur l'organisme, c'est que forcément on absorbe moins de vitamines, donc on a des carences vitaminiques qu'il faut absolument surveiller. Il y a d'autres soucis, il peut y avoir de la diarrhée, parce que finalement les aliments sont moins bien digérés et sont très rapidement évacués, donc ça peut faire de la diarrhée. Voilà. C'est une opération qui est beaucoup plus lourde que l'anneau gastrique. On n'a pas de moyen, entre guillemets, de contrôle comme ce qu'on avait avec l'anneau. C'est-à-dire qu'avec l'anneau, grâce au petit boîtier, on pouvait se dire, c'est bon, j'ai perdu assez de poids, je suis arrivé à mon objectif, je veux pas enlever l'anneau parce que j'ai peur de tout reprendre, mais je veux un peu le desserrer. Là, on peut jouer un petit peu sur la quantité qu'on veut qu'ait notre estomac. Alors qu'avec le bypass, c'est une technique qui est pas possible, c'est une technique qui est définitive. On coupe un bout d'estomac et on court-circuite le reste. Alors, comme Alors, il y a une malabsorption, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme ça, s'il manque un bout d'intestin, on ne peut pas absorber les vitamines, donc on va être obligé, nous, le patient est obligé de les prendre péros, en fait, par la bouche. C'est c'est ça? ça. En fait, je vois pas trop les questions, mais ouais, donc t'as tout à fait bien répondu. En fait, il y a notre tube digestif. Chaque partie du tube digestif a sa particularité et permet d'absorber des nutriments particuliers. On n'absorbe pas la même chose en début du tube digestif, la même chose en bas, la même chose au milieu. Donc, en court-circuitant les 3/4 du tube digestif, forcément, on perd 3/4 de nutriments qu'il faut supplémenter par voie orale. Avec le bypass, on perd beaucoup plus de poids, par contre. Avec l'anneau, je vous ai dit qu'on pouvait perdre jusqu'à 40-50% d'excédent de poids. Avec le bypass, on peut perdre jusqu'à 75% d'excédent de poids. Donc, c'est vraiment vous voyez, encore une fois, c'est
ces chiffres-là nous montrent qu'on ne peut pas arriver, entre guillemets, chez son médecin et lui dire bah, je veux un bypass, vous voyez, ou je veux un anneau. Il y a vraiment une discussion qui se fait. Certes, vous avez le droit de vouloir absolument cette chirurgie vis-à-vis par rapport à celle-là, mais encore une fois, il y a des indications et des choses à respecter pour que ça se passe au mieux pour vous et que votre corps le supporte le mieux possible. Donc voilà, on ne prend pas de décision, nous, en tant que médecin. On n'impose pas à un patient, bah, il vous faut l'anneau, il vous faut le bypass, il vous faut ci, il vous faut ça. C'est vraiment ce qui est le plus adapté à votre situation. Et voilà. Et c'est important, si vous avez des questions, si les gens qui veulent être pris en charge dans un parcours obésité, c'est hyper important de poser toutes vos questions avant. N'hésitez pas, moi je dis à mes patients, quand je les vois le matin à la visite à l'hôpital, je vais peut-être vous reprendre en face. Quand je prends mes patients le matin à la visite à l'hôpital, vraiment, j'hésite pas à leur dire si vous avez des questions, écrivez-les. Quitte à ce que j'arrive le matin et que vous en avez 30, c'est pas grave. C'est pas parce que quand on voit le médecin, entre guillemets, on est toujours un peu stressé, on a peur de ce qui va se passer, etc. Et on oublie plein de questions. Donc c'est vraiment pas mal de se les noter. Voilà, puis après, arriver devant le médecin, on fait le tri, c'est pas grave, on est là vraiment pour vous renseigner. Le but, c'est de se rendre le plus disponible parce que, encore une fois, c'est un parcours qu'on va faire ensemble. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, c'est hyper important. Mais ce genre de schéma, en fait, c'est vraiment important aussi parce que c'est important que le patient il visualise ce qui s'est passé dans son corps, en fait, ce qui manque, ce qu'il y Bien a sûr. plus, ce qu'il y a. Cette histoire d'anneau, on imagine, mais on ne sait pas trop où il se situe. Donc, c'est vrai que ça explique bien, je trouve. Et donc, Ouais. il y a ces techniques, donc ces deux techniques qui font partie voilà, d'un ensemble de techniques chirurgicales. Mais il y a des nouvelles techniques qui sont, on dit, endoscopiques, qui sont Mhm. peut-être plus récentes du coup. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En plus, il y a une question qui est passée sur un ballon. Alors, je ne sais Ah, pas si tu bah comptais alors en voilà, parler. on va parler du fameux ballon gastrique. Juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est hyper important. En fait, j'ai trouvé des petits schémas sur le site de la HAS. Franchement, je me suis inspiré de ça pour vous parler aujourd'hui. Évidemment. N'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il y a des informations, enfin, c'est hyper clair, hyper carré et c'est vraiment accessible à tous. Donc, il n'y a pas besoin d'être médecin, d'être chirurgien spécialiste. Enfin, vraiment, c'est adapté à tous. Donc, voilà, ça, c'est un petit truc. Et alors, pour Alors, le ballon, l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. En fait, nous, quand on se forme, on se base évidemment sur des études. Et l'HAS, c'est ce qui nous dit quoi faire, grosso modo, en fonction des études, ce qui se fait, etc. Il y a des super commentaires. Merci Marion de nous expliquer ah bah de qu'elle a rien, perdu 50 kilos, etc. félicitations, bravo. Ouais, c'est sympa de partager aussi vos expériences. Merci. Alors, du Alors, coup, il y a donc ces techniques endoscopiques. c'est ça. Alors en fait, tout ça, toutes les deux techniques qu'on a vues précédemment, c'est des techniques chirurgicales. Donc ça se fait par un chirurgien digestif qui est spécialiste de l'obésité. Il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées, un peu moins invasives, entre guillemets, qui se font par voie endoscopique. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo de ma fibroscopie gastrique où on voit mon estomac de l'intérieur, bah, en fait, c'est des techniques qui se font lors de ce type d'examen-là. Vous êtes complètement endormi, ça se fait sous anesthésie générale, et on passe par les voies naturelles. Alors, la première technique, c'est le ballon gastrique. Donc, je reprends mon schéma que vous commencez à connaître par cœur. Hop, hop, notre estomac qui est là. Donc, le ballon gastrique, c'est un peu le même principe que l'anneau, c'est-à-dire que c'est une technique qui va être restrictive. On va diminuer la contenance de l'estomac. Pour ce faire, alors, vous êtes endormi, on vous fait une fibroscopie gastrique. Donc la fibroscopie, en gros, pour faire simple, c'est on passe une caméra par la bouche et on va descendre jusque dans l'estomac. Arrivé dans l'estomac, on va gonfler un ballon, tout simplement. C'est un ballon. Alors il y a plusieurs marques, plusieurs modèles, plusieurs. Enfin, on rentre pas dans ces détails-là, mais en France, le plus souvent, on utilise un ballon gonflé à l'eau. Donc on prend un ballon, on le gonfle avec de l'eau. Et donc, vous comprenez bien, quand vous mettez un ballon rempli d'eau dans l'estomac, bah, vous diminuez automatiquement la contenance de l'estomac et l'estomac a l'impression d'être tout le temps rempli. Et donc, c'est une nouvelle technique qui est arrivée. Le volume du ballon, on peut mettre pour les plus petits ballons 400 millilitres. Donc, c'est l'équivalent à peu près d'une petite bouteille d'eau. Et on peut monter jusqu'à 800 millilitres. Donc, presque 1 litre en continu dans l'estomac, qui permet de combler un peu l'espace et faire en sorte bah, qu'on mange moins parce qu'on a une sensation de satiété précoce. On va manger un tout petit peu et puis finalement l'estomac va vite être rempli. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut Il faut savoir aussi savoir, que quand on mange beaucoup, on peut avoir, enfin, notamment quand on a de l'hyperphagie, on a l'estomac qui a tendance à être très gros. Donc c'est vrai que 800 millilitres, ça peut paraître énorme, mais c'est pas déconnant chez une personne ouais,
qui mange Ouais, beaucoup. bah, ouais, c'est ça. L'estomac, c'est un peu comme, je prends toujours cet exemple, c'est un peu comme l'utérus de la maman qui est enceinte, bah, c'est tout petit, et puis dès qu'il y a un bébé qui est dedans, bah, finalement, ça grossit, on sait pas comment ça a fait pour grossir, mais ça marche très très bien. Donc, l'estomac, c'est pareil. Plus on mange, plus on l'éduque à être grand, bah, plus il peut se dilater, plus il peut être grand. Euh, donc ça, c'est pour cette technique. Les principaux risques de cette technique, c'est que le ballon éclate. Ça, c'est pas très très grave en soi. Il faut savoir que pour la petite anecdote, dans le ballon, on met pas de l'eau du robinet, hein. On met de l'eau qui est teintée bleu. Et en fait, quand le ballon a une fuite, bah, il y aura du bleu qui va se vider dans l'estomac. Et en fait, on fera pipi bleu. Donc, dès que le patient, c'est le signal d'alerte, dès que le patient fait pipi bleu, il faut qu'il vienne à l'hôpital parce que c'est que son ballon a fui. Voilà, c'est le petit truc un peu rigolo. Et voilà. Alors, le ballon, il faut savoir que c'est pas une technique qu'on peut garder à vie ou qu'on peut garder longtemps. Les ballons, ça se porte entre 3 et 12 mois au maximum, en fonction des modèles, en fonction du projet. On peut pas porter un ballon plus d'un an dans l'estomac. D'accord? C'est une D'accord. nouvelle technique, c'est quelque chose qui vient d'arriver. Voilà, on est vraiment extrêmement prudent et précautionneux, encore une fois, pour le bienfait du patient et puis pour que ça se passe bien. Là, alors, la perte de poids avec le ballon, c'est environ, on peut perdre, des études ont montré jusqu'à 15% de son poids. Donc, on perd beaucoup moins qu'avec l'anneau gastrique et beaucoup moins qu'avec le bypass. Mais encore une fois, c'est une technique qui est peu invasive. On passe par les voies naturelles, on ne coupe pas l'estomac, on ne fait pas de cicatrice. Et quand on veut le retirer, ben, on refait le chemin inverse. On rentre par la bouche, on passe avec la caméra, on aspire toute l'eau qu'il y a dans le ballon et on retire le ballon. Voilà. Donc ça, c'est la technique du ballon gastrique. Il y a une autre technique endoscopique qui s'apparente un peu à de la chirurgie, mais qui est un peu moins invasive elle aussi. Hop, schéma, vous avez l'habitude. Toc, 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 estomac. Oh, je le fais à une de ces vitesses. Je m'impressionne. Donc, pareil, estomac, bouche, œsophage, vous commencez à connaître par cœur. On repasse avec la fibroscopie, donc toujours la petite caméra. Sauf que cette caméra, on peut mettre des petits instruments. Et en l'occurrence, ici, on va mettre une aiguille avec un fil. Et ce qu'on va faire, on va venir attraper l'estomac et le plier sur lui-même. Alors, ça, pour faire ça en schéma, c'est un peu compliqué. On va imaginer qu'on coupe l'estomac comme ça et qu'on le regarde de haut. Donc, hop, on tourne la page. Vous regardez votre estomac de haut. Donc, l'estomac, il est comme ça, grosso modo. Et donc, on imagine qu'on est sur cette tranche-là de l'estomac. Donc, on a un rond. On est comme ça, d'accord? Le but de la endoscopie, ça va être de passer la caméra dans l'estomac et d'aller le plier comme ça. Donc là, on a plié l'estomac et de faire des points de suture ici, en fait. Et donc, quand on plie l'estomac, bah, on diminue sa capacité. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, ça donne à peu près ça. Hop, on replie l'estomac et on fait des points de suture ici. Donc, en fait, on resserre l'estomac, si vous voulez. Et donc, en fait, la capacité de l'estomac, au lieu de faire tout ça, eh ben, elle fait plus que ça. Hop, hop, hop. Mm, mm, mm. Encore une fois, une technique restrictive. On coule l'estomac de l'intérieur pour diminuer sa taille et son volume. C'est une technique, encore une fois, qui n'est pas ad vitam aeternam. Les points lâchent en général au bout de 6-8 mois. Donc tout seul, ça s'en va. Et notre estomac retrouve sa taille normale. Si le patient trouve que bah, il reprend du poids et que ça va pas bien, on peut lui refaire une deuxième plicature endoscopique. À la troisième, on se pose des questions, on ne sait pas trop. C'est vraiment une nouvelle technique. En général, on va jusqu'à 2 et après on en rediscute. Mais voilà, c'est vraiment adapté aux patients. C'est un traitement, j'ai envie de dire, à la carte. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est des techniques, beaucoup, quand c'est endoscopique, comme on passe par la bouche, et ben, c'est aussi moins invasif, moins agressif pour le corps. Ouais, c'est vraiment moins agressif, moins invasif. Après, c'est vraiment le même parcours. C'est-à-dire que le patient fait son parcours, sa checklist, obésité, ses rendez-vous, ses examens complémentaires, rencontre avec les diététiciens, les nutritionnistes, les psychologues, etc. Et en fonction de tout le panel d'examens qu'on aura fait, on décide à plusieurs quelle est la chirurgie qui a les meilleures chances et qui est la plus adaptée. Et le patient choisit après s'il adhère au projet ou pas. Et justement, ce qui est important, c'est ce lien avec le professionnel de santé. Donc moi, je suis généraliste, mais que ce soit avec le généraliste, le chir ou les autres Mhm. intervenants, c'est important d'être vraiment bien en lien et puis de pouvoir vraiment communiquer sur le fait que voilà que c'est peut-être difficile ou alors qu'on ne comprend pas, on a besoin de plus d'explications ou qu'au contraire ça va très bien et tant mieux. Bien Je sûr. pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus, de dire qu'on est là Bien pour sûr. Et je pense que l'explication.
moi, je suis interne encore, mais je vois les chirurgiens, etc. Je pense que le médecin généraliste a vraiment un rôle clé dans la prise en charge parce que finalement, c'est le médecin à qui on a parlé là, en général la première fois de notre envie, de notre parcours. C'est lui qui nous a un peu guidés, qui nous a suivis. Je vous parlais au tout début du live des 6 mois où le patient doit essayer de faire un peu d'effort sur son alimentation. Et je pense que le médecin généraliste, bah, c'est là où, enfin, toi, je pense que tu connais parfaitement ce milieu-là et ton rôle, mais c'est hyper important d'avoir un bon médecin avec qui on s'entend bien pour pouvoir lui parler un peu de tout ce qu'on ressent, de notre parcours, etc., pour qu'il puisse, lui, nous guider vers ce qui est le plus adapté. Et ouais, et puis même toi, je pense que, est-ce que tu as des patients, je sais pas si tu as des patients qui ont suivi un peu ce parcours Ouais, de la alors moi chirurgie bariatrique. j'ai eu des patients. euh, il- pour ma situation, ça s'est globalement très bien passé. J'ai pas eu d'échec thérapeutique, comme on dit, parce que ça peut Ok, arriver, hein, et des échecs suite à une chirurgie, malgré une chirurgie. Ce qui a été, ce que j'ai vraiment soulevé plusieurs fois, c'est voilà, le fait de s'habituer à un nouveau corps, à un corps ouais, qui va être plutôt flasque, voilà, un changement, voilà, de suivre aussi que le mental suive le physique. bien sûr. Ça, c'est ce qui est revenu, c'était pour moi, enfin, ce que j'ai vu, c'était vraiment pour moi la plus grosse difficulté. J'ai fait un live avec un chir esthétique qui, pour le coup, lui intervenait, Docteur Lange, qui intervient après une chirurgie bariatrique. Après, ok. Mais c'est vrai que voilà, faut vraiment se dire que voilà, on a un nouveau corps qu'il faut s'approprier, qui est le nôtre, mais il faut du temps. Bien sûr. Euh, C'est vraiment une par- nouvelle vie qui démarre, entre guillemets. Je sais qu'on le dit souvent, c'est la chose qu'on entend le plus, etc. Mais c'est une vraie réalité. ouais. Euh, tout ce qui a trait au physique, dès qu'il y a un gros changement, c'est tout de suite c'est un nouveau départ, quoi. Que ce soit dans la chirurgie de l'obésité, les études ont montré qu'il y a un peu le même vécu avec, c'est complètement différent, hein. Mais voilà, les patients qui ont été opérés d'un cancer du sein, par exemple, et qui se retrouvent sans sein d'un côté, les gens qui ont été brûlés, et qui se retrouvent avec un corps qui ne leur appartient pas, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas connu ce corps-là. Il y a quelque chose qui s'est fait très vite d'un coup, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Il faut vraiment se dire que c'est un parcours, il faut bien s'accompagner, ça c'est hyper important. Si vous sentez que bah, vous accrochez pas trop avec un chirurgien, avec un médecin, faut pas hésiter à en parler et échanger. Euh, Ouais. Honnêtement, on se vexe jamais. Voilà, si ça colle pas, bah, malheureusement, Ouais. on peut pas plaire à tout le monde et c'est pareil avec son médecin. Des fois, ça colle pas. Faut pas hésiter à changer pour être mieux, pour mieux vivre son parcours, pour être mieux encadré, se sentir un peu plus soudé. Des fois, ouais, ça se passe très bien avec un chirurgien, ça se passe pas bien avec un autre, bah, on change et voilà, sachez que nous, en tout cas, moi pour ma part, je ne vexe jamais quand on demande à changer parce qu'on s'entend pas. Voilà, c'est comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et le but c'est d'être le mieux encadré possible. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, vraiment ce qu'il faut retenir de la chirurgie de bariatrique et toutes les autres chirurgies d'ailleurs, hein. D'être dans une relation de confiance. Ce qui revenait souvent de mes patients, c'était quand même une énorme amélioration de la qualité de vie en termes de souffle, en termes de, voilà, de douleurs, éventuellement des douleurs, notamment je pense aux genoux. Les Mhm. personnes, c'est vrai que quand on a une obésité, on souffre de ça souvent. Et du coup, ça va être vraiment des effets qui seront quasi immédiats. C'est ça qui est assez fou en fait. Et Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure des comorbidités, entre guillemets, des maladies, des complications dues au surpoids, à l'obésité. C'est hyper important de bien faire un peu la liste de tout ce qui est potentiellement améliorable et ça peut aider même pour nous déjà en tant que professionnels de santé de faire un peu une expertise et même pour le patient de se dire bah si au final j'ai uniquement mal au petit orteil, est-ce que ça vaut le coup de me faire opérer tout ça pour ça? La décision appartient qu'au patient. On n'est pas là, on n'est pas là pour juger sa douleur que nous considérons juste limitée au petit orteil, mais ça peut avoir plein de conséquences derrière. Mais voilà, c'est important de peser vraiment le pour et le contre avant de s'engager. Et je vois qu'il y a une question. Alors, les questions sont apparues. ah, Est-ce que les indications de ces méthodes par FOGD sont identiques à celles des opérations? Ou est-ce que ça peut être des obésités ou des surpoids moins importants? Alors, très bonne question. Encore une fois, ces deux nouvelles méthodes que je vous ai présentées, donc le ballon et l'applicature, c'est des nouvelles méthodes. Ça se fait vraiment pas partout, c'est pas du tout le standard. C'est vraiment dans des centres experts que ça se fait. Et qui dit centre expert dit il n'y a pas de consensus, malheureusement, il n'y a pas de critères comme pour le bypass, comme pour la STIF, c'est des nouvelles méthodes. Donc c'est vraiment discuté au cas par cas. C'est la RCP avec les souhaits du patient qui vont primer.
Et je rappelle qu'on perd les espérances, entre guillemets, de perte de poids avec ces nouvelles méthodes, c'est uniquement 13-14%. On perd pas non plus aussi bien qu'un bypass, aussi bien qu'un anneau, etc. Donc, c'est vraiment à peser. Encore une fois, c'est un vrai dialogue entre les professionnels de santé, tout ça chapeauté par les souhaits du patient. Mais voilà, il n'y a pas d'indication encore très carrée pour ces nouvelles méthodes. Mm, mm, mm. Il y a une personne qui laisse un commentaire sur le fait qu'elle s'est sentie pas aidée par son médecin traitant et qu'elle a dû changer. Et je pense qu'effectivement, oui, ça rejoint vraiment ce qu'on dit. Je pense il y a Ouais, toujours, mais quelle que soit la pathologie, de toute façon, on a besoin d'une relation de confiance et particulièrement dans ces processus-là où il y a un avant et un après quelque part. On bien a besoin sûr, vraiment bien d'un sûr. accompagnement. On est en plein dans la relation de confiance. Là, pour le coup, autant des fois pour une pathologie, je me suis fait une entorse, si j'ai pas besoin de tant de relation de confiance, on va te donner un traitement, ça va bien se passer, etc. Mais là, pour ce qui est changement du mode de vie et de l'image, vraiment, il faut qu'il y ait une confiance, j'ai envie de dire aveugle. Mais voilà, on avance encore une fois, on avance ensemble et on est là pour avancer avec le patient et pour le patient surtout. Et à ce sujet, il y a une médecin qui s'appelle Dr Melly, elle est sur Instagram. Elle a une sleeve. Alors aujourd'hui, elle s'expose sur les réseaux. C'est une jolie jeune femme qui est bientôt maman, qui est vraiment, qui respire le bonheur et la joie de vivre. Et franchement, elle est vraiment agréable à regarder. Je vous invite à aller voir son compte. Et notamment, elle a fait une petite vidéo pour expliquer son parcours. Elle explique qu'elle avait une obésité plutôt génétique, familiale. Donc c'est intéressant aussi parce que ça nous Mhm, permet aussi de comprendre voilà, les préjugés qu'on peut avoir autour de l'obésité. Voilà, elle explique sa façon de s'alimenter. Et elle explique également qu'elle a eu une sleeve et que depuis, elle a donc un poids, on va dire, dans les normes, mais mhm. qu'elle vit toujours avec ce sentiment où, voilà, en tout cas en elle, l'étiquette, entre guillemets, d'ancienne obèse, quoi. Que ça la Bien sûr. suivra toute sa vie. C'est ce qu'elle explique et je trouve que c'est important de voir ce genre de vidéos et de témoignages parce que même si elle va très bien, je pense, enfin, je lui souhaite, Ouais. elle explique bien aussi qu'il y a vraiment voilà, cette petite voilà, contrebalance qui n'est pas forcément simple, quoi. Mhm. Ouais, c'est pour ça que tout est fait, enfin, depuis 2009, enfin, avec les nouvelles recommandations, tout est fait pour vraiment encadrer et accompagner. Je pense que l'accompagnement, c'est un mot-clé aussi. Euh, Mm. L'équipe de psychologues, de psychiatres, etc., tout est fait pour vraiment se sentir épaulé et ne pas avancer seul dans ce chemin qui est long. Parce que c'est un chemin finalement qui va durer toute la vie, quoi. On découvre un nouveau corps. Voilà. Et il y a une question, pas de prise en charge de la sécurité sociale pour l'applicature ou le ballon. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation prise en charge, pas prise en charge. C'est vraiment centre par centre, je crois. Je peux pas vous répondre précisément. Je préfère pas dire de bêtises, mais je sais pas. Honnêtement, je me suis pas trop documenté sur la prise en charge. Mais si c'est proposé par votre centre d'obésité, n'hésitez pas à leur demander. Ils sauront vous répondre mieux que moi ce qui vous restera à charge, etc. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, hein, Nathanaël. Alors, toi, tu as une chaîne YouTube. Alors, effectivement, moi, j'ai assisté un matin à la fibroscopie de Nathanaël qui s'est filmé au boulot. Alors, on voit son intérieur, hein. C'était très C'est ça, ouais. intéressant. Il n'y a J'ai pas de appris plein de tabou. trucs. Il n'y a pas de tabou. C'est pour ça que d'ailleurs, mon nom de chaîne, c'est The Cacadoc. Il n'y a pas de tabou. Voilà, on parle gastro, on parle de tout ça. Et oui, comme tu dis, bah, je vais me lancer incessamment sous peu sur YouTube. J'ai pas encore de date, etc. J'ai mis un lien dans mon descriptif. Vous pouvez vous abonner. Et puis, quand il y aura la première vidéo, bah, au moins, vous, vous l'aurez dès qu'elle sort, quoi. Voilà. C'est un projet. Mais c'est vrai qu'on a ça en commun, on a envie de vulgariser, dédramatiser aussi. Mhm. Il y a des choses positives, des choses négatives dans toutes les décisions qu'on va prendre. Après, c'est important surtout de savoir ce que c'est, de savoir dans quoi on se lance. Mais Bien sûr. merci, hein, merci Bah, beaucoup. merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous pour toutes vos questions. J'espère avoir été clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le replay et j'y répondrai tant bien que je peux. Ouais, vous allez pouvoir trouver le replay dans mes stories à la une avec les autres, les anciennes. Et puis Nickel. demain, vous aurez un live aussi avec Anne qui s'appelle la Martingale sur Instagram et qui est endoc. Donc elle va parler hormones. On parlera aussi diabète, notamment, enfin tous ces sujets-là. Parce que tu disais qu'il y avait des améliorations lorsqu'on perdait beaucoup de
poids. Donc, demain, on vous dira Mhm. lequel exactement. Bien sûr, bah écoutez, Anne, je lui fais entièrement confiance. Elle va répondre à toutes vos questions, même celles que vous n'avez pas pensées. Top. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Salut.